Bonsoir tout le monde, vidéo un peu lunaire cette fois-ci, de par le décor blanchâtre, de par mon accoutrement et de par le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Je vais parler de logistique et pour parler de logistique, je vais utiliser le domaine spatial parce que pour moi c'est le domaine où la logistique est le plus élevé en termes de performance. Et ce serait intéressant pour moi de faire une analogie entre le spatial et le reste des domaines qui préoccupent l'être humain. Et pour ça, je vais parler de la mission Apollo 13 et je vais parler du film Armageddon. Justement pour mêler fiction et réalisme et les démêler aussi parce que c'est important de pouvoir faire les deux. Et donc voilà. Alors la mission Apollo 13, c'est plus pour être dans la technique de la logistique. Et après, le film Armageddon, ce sera plus au niveau pédagogique et psychosocial par rapport aux ententes qu'on devrait avoir entre nous, je dirais. Alors, c'est parti. J'ai utilisé comme support un nouvel outil qui est sorti récemment, c'est ChatGPT, pour pouvoir condenser l'information et donc être plus qualitatif dans ma présentation. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé de l'accident qui était survenu lors de la mission Apollo 13. Pourquoi j'ai choisi la mission Apollo 13 et pas une autre mission? Tout simplement parce qu'il y a eu un problème justement et la mission Apollo 13 est considérée comme un échec réussi. Pourquoi un échec réussi? Un échec parce que Apollo 13 était censé à l'unir, donc c'était une mission qui était censée euh, se dérouler sur la Lune. Et finalement, ils n'ont pas pu aller sur la Lune et ils ont dû revenir en catastrophe. Et le côté réussi, c'est qu'on a pu sauver l'équipage, en fait. Donc, on a pu sauver les 3 astronautes. Donc, l'échec, c'est de ne pas avoir pu à l'unir. La réussite, c'est d'avoir sauvé les 3 astronautes. Alors, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que dans la vie, il y a d'autres domaines où vous avez le même genre de problème. Si vous avez tous les moyens nécessaires à votre disposition, si tout a été anticipé pour vous, si le chemin est sécurisé de A à Z vers votre objectif, il n'y a évidemment aucune difficulté à atteindre cet objectif. Et donc, la qualité n'émane pas de l'être durant le périple, on va dire. Par contre, s'il y a des obstacles, des contraintes, des difficultés, un manque de moyens, etc. Là, la qualité vient de l'être qui est capable de s'adapter et d'utiliser les ressources qu'il a en lui pour s'en sortir. Et justement, dans cette mission, c'est ce qu'on peut voir. Et on va voir à quel point l'entente est très importante dans les situations d'urgence, contrairement aux situations où il n'y a pas d'urgence, justement. Et donc, je vais utiliser le support ChatGPT. Je vais vous lire le résumé. L'accident survenu lors de la mission Apollo 13 a été causé par l'explosion d'un réservoir d'oxygène dans le module du service d'Apollo 13. Cette explosion a endommagé le module de service, coupant l'alimentation en énergie et en air des astronautes. L'une des principales hypothèses concernant la cause de l'explosion est que les joints du réservoir d'oxygène auraient été défectueux, ce qui aurait entraîné une fuite d'oxygène qui a finalement mené à l'explosion. Voilà, donc ça c'est un peu le résumé de ce qui s'est passé. Il y a d'autres hypothèses. Je suis en train de remonter parce qu'en fait j'ai posé des questions à ChatGPT avant de faire la vidéo, bien évidemment, sinon ça aurait été un peu laborieux. Donc ici, j'en suis. Ouais, en fait, il y a eu d'autres hypothèses, comme certaines vibrations dues au milieu dans lequel les astronautes se sont retrouvés. Donc ça aurait justement provoqué des problèmes dans la stabilité de la fusée. Et donc voilà, c'est ça qui aurait peut-être aussi, dans les hypothèses, causé l'accident, en fait. Et par rapport à cet accident, ce qui va se passer, c'est que les astronautes vont devoir se réfugier dans le modem lunaire. Le problème, c'est que dans ce modem lunaire, il n'y avait pas assez d'oxygène pour 3 astronautes, il y avait assez d'oxygène que pour 2.
Et donc, en fait, ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont dû être en communication avec la Terre. Et il y a la célèbre phrase qu'il y a dans le film, d'ailleurs, Apollo 13, Houston, we have a problem. Donc, en fait, c'est la communication entre la Terre et Apollo 13 qui a permis le sauvetage, alors qu'ils étaient à des milliers de kilomètres. Au niveau des sources, de la distance, il y a plusieurs sources, donc je ne vais pas me prononcer, mais ils étaient très loin, on va dire. Donc, et c'est ça que j'aimerais expliquer dans cette vidéo au niveau logistique, c'est qu'au niveau pédagogique actuellement, on est en train de créer une surdité qui se développe en absolu, donc qui tend vers l'absurdité, et donc on devient sourd de manière absolue, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à s'entendre avec son voisin, ici actuellement, alors que dans la mission Apollo 13, ils ont réussi à avoir une entente qui se situait à des milliers de kilomètres, voire des dizaines de milliers de kilomètres, voire des centaines de milliers de kilomètres. Euh, Approximativement, ils étaient euh, à 200-300 kilomètres, pardon, 200 000, 300 000 kilomètres, parce que la Lune se situe à 380 000 kilomètres, donc c'était dans ces eaux-là, on va dire. Et ils ont quand même réussi, par la communication, à s'entraider pour sauver la mission. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Ken Mattingly, qui est joué par Gary Sinise dans le film, n'a pas pu rejoindre la mission Apollo 13 parce qu'il était soupçonné de pouvoir développer une varicelle lors de la mission, donc il a dû rester sur Terre. Mais il a joué un rôle très décisif dans le sauvetage parce qu'il il est allé dans le simulateur et il a fait beaucoup d'expériences. Et grâce à ça et aux autres ingénieurs qui étaient présents, bien évidemment, il n'a pas fait le travail tout seul, ils ont pu créer un filtre à air qui a permis aux 3 astronautes de respirer dans le modem lunaire parce qu'ils étaient face à un dilemme mortel qui était que soit ils allaient à 2 dans le modem lunaire et ils devaient se sacrifier un peu à la courte paille, et c'est là où on en vient à Armageddon. Soit on crée une alternative, on trouvait une place pour chacun. Et c'est ce terme d'alternative qui est très important à retenir ici. C'est ce que Ken Mattingly a fait, c'est qu'il a trouvé une alternative grâce à son filtre à air. Et en fait, les astronautes, ils ont dû fabriquer ce filtre à air avec des objets qu'il y avait à bord aussi. C'est-à-dire qu'il n'était pas préfabriqué avant le voyage. Et donc, Gary Sinise, enfin Ken Mattingly joué par Gary Sinise, lui, il a dû faire avec ce qu'il y avait à bord. Donc, ils ont dû échanger beaucoup pour dire qu'est-ce que vous avez, etc. Et donc, avec quoi on pourrait faire ce filtre à air. Et donc, ils ont réussi. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, là-dedans. Parce que, enfin voilà, il fallait un certain niveau d'ingénierie, il fallait une très bonne communication. Et c'est tout ça qui a permis le sauvetage. Donc, c'est important. Alors, donc ça, c'est au niveau technique, c'est au niveau de la technique logistique. Donc, il faut une très bonne émission-réception. Il faut une compétence par rapport au contexte aussi, parce que si les gars n'avaient pas été des ingénieurs, bah voilà, ils n'auraient pas trouvé la solution non plus. Et donc, vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. Et c'est pour ça que moi, je dis qu'il faut faire une analogie par rapport à la logistique humaine dans d'autres domaines, surtout en politique, moi, je pense. Parce que là, le niveau logistique, il est antagoniste du niveau logistique spatial, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Alors, pour Armageddon, là, j'en viens à la pédagogie et au psychosocial. Pourquoi? Parce que dans Armageddon, ce qui se passe, c'est que les nations mettent de côté leur conflit égotique parce que le danger concerne tout le monde. Et actuellement, je pense que nous sommes face à des dangers qui concernent l'entièreté de l'humanité. Et donc, mettre son ego de côté, les petits clashs, etc., ce serait bien plus intelligent que de porter son attention à ce qui est futile et inutile pour notre survie, etc. Et dans Armageddon, bah, c'est ce qui se passe. Alors, je vais faire la différence entre la fiction et le réel, parce que ça, c'est important aussi. Dans les films, vous avez ce qu'on appelle des fictions entières. Donc là, c'est ce qui est impossible. Donc retenez bien que ce qui est fictif est relatif à l'impossible.
Vous avez le semi-fictif et le semi-réaliste. Alors, ce qui est semi-fictif, semi-réaliste, c'est que dans le film, il y a du plausible. Plausible, ça veut dire ce serait possible avec certains moyens qu'on n'a pas actuellement. Voilà, que ce soit des moyens intellectuels ou matériels. Euh, ce qui est possible, plausible, ce qui est déjà réel et qui est exprimé dans un film. Et puis après, vous avez le fictif qui est toujours relatif à l'impossible. Donc c'est pour ça c'est semi-réaliste, possible, plausible, semi-fictif. Alors après, vous avez ce qui est réaliste et qu'on appelle des biopics. Évidemment, vous aurez toujours une part de fiction parce que les films sont des montages. Et donc, vous avez, si vous voulez, vous avez une ligne continue, vous la scindez en pointillés, vous enlevez certains pointillés et vous faites un rassemblement en faisant une ligne continue. Et donc, ça donne l'impression du réel, mais ce n'est pas réel parce que dans le réel, vous avez la continuité telle qu'elle est selon les lois physiques sans montage. Donc, il y a une forme de spontanéité, de simultanéité qui n'existe pas dans le film. Et donc, cette part-là sera toujours fictive, même si on s'approche au maximum du réalisme. Mais quand on essaye de faire un biopic, on va dire qu'on essaye d'être d'atteindre le 80%. Voilà. Et donc, vous avez toujours au minimum 20% qui n'est pas possible. Voilà pour ça. Alors, en ce qui concerne Armageddon, justement, là, on va être dans ce qui me paraît fictif, c'est le fait qu'on prenne des gars qui travaillent sur une station pétrolière et qu'on les envoie dans l'espace comme ça, avec une formation très rapide, très courte. Euh, alors que pour moi, dans la réalité, ça irait plus dans le sens où on formerait un astronaute à être capable de travailler sur une station pétrolière et à forer plutôt que d'envoyer quelqu'un qui fore là-bas. Parce que c'est beaucoup plus dur d'être astronaute, à mon avis, sur l'échelle des performances, même si c'est des domaines différents et qu'il faut respecter les domaines, bien évidemment. Mais au niveau de l'accumulation des compétences, je pense qu'on irait plus dans ce sens-là. Et donc, dans le film, c'est assez fictif. Mais bon, voilà. Et oui, il y a le tirage à la courte paille dans Armageddon aussi pour faire péter l'astéroïde en deux et qu'il ne dépasse pas le seuil du poids de non-retour. Le seuil du poids de non-retour, dans le film, c'est quand l'astéroïde, même s'il explose, en se coupant en deux, la distance de la séparation des deux morceaux ne sera pas assez grande avant qu'il atteigne la Terre. Donc les deux morceaux vont quand même tomber sur Terre, ce qui provoquerait l'apocalypse. Et donc, voilà, il faut pas atteindre ce point de non-retour, il faut que l'astéroïde explose avant, et là, les deux morceaux passent chacun d'un côté de la Terre sans la toucher. Et en fait, ce qu'il y a de psychosocial, donc j'y reviens, c'est que là, toutes les nations se mettent ensemble pour combattre cet astéroïde et sauver l'humanité. Et je pense qu'en fait, il faut pas avoir cette mentalité que quand on est confronté à l'urgence absolue, mais je pense qu'il faut toujours garder ce fond-là en soi, en fait, en permanence, parce que c'est ça qui donne la valeur à la vie, en fait. Et je pense que si on enlève ce fond-là de soi-même, on diminue la valeur de la vie et on la caricature. Et finalement, si on se retrouve dans une situation d'urgence qu'on n'a pas préparée et qu'on a délaissé ce fond-là depuis longtemps, on est complètement submergé et on n'est pas à la hauteur des enjeux. Et c'est pour ça, parce que quand les problèmes sont très hauts, il faut développer son intelligence à la hauteur des problèmes. C'est comme, j'ai un exemple par rapport à ça, si j'ai une vague qui arrive au niveau de mon torse, je vais pas me noyer, sauf si évidemment l'eau est puissante comme une lance de pompier, on va dire. Mais au-delà de ce cas-là, je vais dire, si l'eau arrive comme ça, à une vitesse relative à ma condition d'existence, je risque pas de me noyer si elle arrive au niveau de mon torse. Par contre, si une vague de 1 kilomètre de haut vient, même si elle est pas si rapide, je pense pas que je risque de m'en sortir. Et donc, par rapport à ça, ben justement, il faut se mettre à la hauteur. Et quand on élève son intellect, c'est comme si je grandissais mon corps à plus d'1 kilomètre de haut. Et donc, ça reviendrait au même effet que l'eau qui arrive sur mon torse. Vous voyez, c'est ça, se mettre à la hauteur des enjeux au niveau intellectuel. Et c'est ça que j'espère en faisant cette vidéo.
bon, j'espérais la faire mieux que ce que je l'ai faite parce que je voulais vraiment être très précis et tout ça, mais je pense que finalement, il faut pas être trop dans le perfectionnisme et qu'il faut faire passer le message essentiel. Et le message essentiel, c'est d'arrêter ces conflits, ces clashs qui ne mènent à rien actuellement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai vu que Elon Musk, ben, il s'était dit à peu près pareil, entre guillemets, je dirais, parce que lui, il repose des fusées et donc, imaginez le niveau d'ingénierie et dans quoi il est, le gars, quotidiennement quand il s'intéresse à ce genre de domaine. Parce que j'ai regardé un documentaire sur ce qu'il fait. Il y a eu l'accident avec Challenger où la fusée a cramé en vol. Malheureusement, ils n'ont pas eu la même chance que dans Apollo 13. Et voilà. Et donc, c'est un véritable drame parce que les familles étaient là en train de regarder un membre de leur famille mourir sous leurs yeux, devant leurs yeux. C'était terrible. Donc, Elon Musk, il a beaucoup travaillé sur la sécurité pour plus que ça se reproduise parce que voilà, il faut, c'est ça, c'est très important. Comme je dis, quand on veut augmenter la liberté, il faut d'abord anticiper par la sécurité. Sinon, on va vers le chaos, pas vers la liberté. Et donc, là, Elon Musk, ce qu'il a fait, c'est que il a réussi à programmer un, un éjectage de sauvetage de la fusée si on détectait, grâce à une intelligence artificielle, un début de déflagration. Donc imaginez la vitesse d'exécution et de réaction pour pouvoir faire ça, quoi. Donc voilà. Et puis après, le gars, il rachète Twitter, il vient et puis il se rend compte qu'on est dans l'émotion pure et qu'il n'y a aucune réflexion logistique et que dès que quelqu'un poste quelque chose, il y a des réactions épidermiques en permanence et il a dit ouais bon ok c'est bon j'ai compris et il a délégué en fait donc voilà c'est normal et, euh, et c'est ça le problème c'est que vous voyez bien la différence qu'il y a entre ça et puis le domaine spatial et moi je pense qu'en fait il faudrait faire l'analogie donc le pont entre ce domaine-là et puis le domaine de la communication, parce que vraiment, les malentendus, c'est ce qui crée les plus gros conflits et donc les plus gros drames aussi. C'est vraiment, ça démarre vraiment des malentendus pour moi. Euh, et voilà, c'est triste. Donc, autant éviter les malentendus autant que faire se peut. Et, euh, allons vers l'avenir tous ensemble. Voilà, sauvons le plus de gens possible, quoi, parce que c'est finalement ça, notre mission, on va dire. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.